Ils ont vécu là-haut presque 20 mois, dans un trou de bois et de pierre, sans changer de place. 20 mois, à regarder la même pente d'épicéa, la même ligne de crête, le même ruban gris de route en contrebas, et le plus fou, c'est que les patrouilles sont passées si près qu'ils entendaient c'est le cuir des bottes, le cliquetis d'une boucle de ceinturon, parfois même un juron étouffé. Et pourtant, personne ne les a trouvés. Comment on peut survivre aussi longtemps au même endroit, sans feu, sans fumée, sans trace, quand l'ennemi vous cherche précisément? Et surtout, pourquoi rester, alors qu'il suffirait d'une nuit pour disparaître plus loin dans la forêt? Automne 1943, Vercors. Le plateau n'a pas l'air d'un champ de bataille. C'est pire, c'est un endroit où tout sonne trop clair, le vent qui passe dans les branches, le craquement d'une pomme de pin sous une semelle, le frottement d'une veste mouillée contre l'écorce, la brume s'accroche au sapin comme une laine sale, et, certains jours, on entend la route du col, en bas, comme une respiration régulière. Moteur, freinage, parfois le grondement, plus lourd d'un camion chargé, dans une anfractuosité de rochers, sous un enchevêtrement de racines et de mousse, il y a une bouche noire, pas une grotte, non. Plutôt une cicatrice dans la pierre, qu'on ne voit que si on sait exactement où poser les yeux. L'entrée est découverte d'un tapis de mousse découpé à la main, maintenu par des branches mortes qui ont l'air d'être tombées, là naturellement. Si on tire au mauvais endroit, tout vient d'un coup. Si on tire au bon, ça s'ouvre sans bruit, comme un couvercle. À l'intérieur, l'air sent la terre froide et le tissu humide. 2 corps y tiennent à peine. Une paillasse de fougères sèches, une couverture militaire rapiécée, une gourde cabossée, une boîte de sardines vide qu'on garde au cas où, et une carte d'état-major pliée jusqu'à l'usure, avec des traits au crayon qui reviennent toujours au même point. La route, du col, le virage en épingle, le petit pont, et plus loin, la barrière où les Allemands arrêtent parfois les véhicules. Le premier s'appelle Marcel. Avant, il travaillait sur le rail, côté télégraphe et signalisation, du temps où les horaires avaient encore un sens. Il a des mains de réparateur, des doigts qui savent ne trouver un fil dans le noir. Même ici, même gelé, il cherche toujours quelque chose à ajuster. Une ficelle, un ressort, un contact. Il parle peu. Quand il parle, c'est pour compter. Le second, c'est Lucien, 22 ans, étudiant devenu instituteur de remplacement, puis disparu, du jour au lendemain, quand on a commencé à demander des noms pour le STO. Il a un carnet minuscule, protégé dans une toile cirée, il y note des heures, des directions, des détails absurdes qui deviennent vitaux. Camion-citerne, 2 motos devant, 3 véhicules. Bâché, garde à l'arrière. Arrête au pont, 10 minutes. Et parfois, entre 2 lignes, une phrase qui n'a rien à faire là, ne pas tousser, ne pas penser à la soupe. Ils ne sont pas là pour se cacher, ils sont là pour voir. En bas, la route du col est une artère. Pas la grande nationale avec des cafés et des gendarmes français d'avant-guerre. Une route de montagne, étroite, qui serpente entre les falaises et les bois. Depuis des semaines, elle avale des convois. Carburant, caisses, pièces de rechange, parfois des hommes. Et chaque convoi, c'est une information, une chance de frapper juste ou de prévenir à temps. Le maquis, sur le plateau, n'a pas les moyens de se battre comme une armée. Il a des fusils disparates, des cartouches comptées, des hommes qui ont faim, mais il a quelque chose que l'occupant déteste. Des yeux qui transforment une route en piège, un horaire en faiblesse, une habitude en catastrophe. Marcel et Lucien sont ces yeux-là. Leur mission paraît simple quand on la dit vite. Observer, noter, transmettre. Mais la transmission, justement, c'est là que la mort se cache. Parce qu'en 1943, dans ces montagnes, les Allemands ne chassent pas seulement les hommes. Ils chassent les signaux. Ils ont des équipes qui tournent, qui écoutent, qui triangulent. Une émission trop longue, trop régulière, et la forêt se met à bouger.
pas avec des bêtes, avec des bottes, des chiens, des lampes. Alors Marcel a imposé une règle qui ressemble à une superstition, mais qui est une science. Jamais plus de quelques secondes, jamais à la même heure, jamais 2 jours de suite. Et surtout, jamais si le vent porte vers la vallée, le poste n'a pas l'air d'un poste. Le radio est un petit émetteur bricolé, caché dans une boîte qui pourrait passer pour un vieux nécessaire à outils. L'antenne n'est pas un fil tendu comme dans les films. C'est une longueur de cuivre qu'on déroule seulement quand il faut, qu'on glisse entre 2 pierres, qu'on remonte aussitôt. Tout est pensé pour que si quelqu'un arrive, il ne trouve rien, rien à saisir, rien à prouver, juste de la mousse, des cailloux et une pente comme les autres. Et pourtant, même avec toutes ces précautions, il suffit d'un détail, une odeur, une trace de pas, un éternuement. Les premiers jours, Lucien croit qu'il va devenir fou de ne pas bouger. Il a l'impression que son corps fait du bruit. Rien qu'en respirant, il écoute son propre ventre gargouiller comme si c'était un coup de feu. Il se surprend à imaginer que la forêt entière les regarde, qu'un renard va s'arrêter devant l'entrée et les dénoncer par simple méchanceté. Marcel, lui, ne s'autorise pas ce luxe. Il a vu ce que ça donne, l'improvisation. Il a vu des hommes mourir pour une cigarette allumée, au mauvais moment, alors il transforme la cache en horloge. Le matin, on ne parle pas. On écoute, on laisse passer les premières heures, celles où les patrouilles aiment surprendre. On boit une gorgée d'eau à tour de rôle, en essuyant le goulot pour ne pas laisser d'odeur forte. On mange sec, un morceau de pain dur, parfois, une poignée de châtaignes. Pas de feu, jamais de feu. Même la nuit. C'est rare. Le feu, c'est une tentation qui tue 2 fois, par la fumée et par le confort qu'il promet. Quand il faut uriner, on ne sort pas n'importe où. On a choisi un endroit pierreux, où l'eau de pluie efface tout. Quand il faut bouger, on bouge lentement, comme si chaque articulation était un mécanisme fragile. Et quand on doit regarder la route, on ne met pas la tête dehors comme un enfant curieux. On glisse un œil entre 2 pierres, à travers une fente qui donne juste assez d'angle pour voir le virage et le pont. En bas, la vie continue, mais comme sous une cloche. Dans les villages, on vit avec les tickets de rationnement, les files devant la boulangerie, les volets fermés trop tôt, on vit avec le couvre-feu et les rumeurs. On vit avec cette question qui colle à la peau. Qui parle? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle, par peur, par intérêt, par jalousie, ou juste pour sauver sa propre famille. C'est là qu'entre en scène celle qui les tient en vie. Elle s'appelle Jeanne. Elle vient d'un hameau accroché à la pente, une poignée de maisons et une église qui sonne trop fort quand le vent est du nord. Jeanne n'a pas l'air d'une héroïne. Elle a l'air d'une femme qui porte des sacs, qui connaît les chemins, qui sait quand baisser les yeux. Elle a un vélo quand la route le permet, et quand ça ne le permet pas, elle monte à pied, avec un panier qui sent la pomme et le linge, propre, et qui cache, sous un torchon, un bout de fromage, un peu de sel, parfois une feuille de papier, roulée. Elle ne vient jamais 2 fois par le même chemin. Elle ne vient jamais à date fixe. Parfois, elle ne vient pas pendant 10 jours. Et Lucien se met à compter les heures comme on compte les battements d'un cœur. Et puis, un matin, un petit signe apparaît sur une pierre, près d'un vieux charbonnier abandonné. 3 cailloux, alignés. Ça veut dire, ce soir, quand Jeanne arrive, elle ne s'approche pas tout de suite. Elle s'arrête à distance, comme si elle parlait à la forêt. Elle écoute. Elle regarde si un oiseau s'envole trop brusquement. Elle attend que le silence redevienne normal. Ensuite seulement, elle glisse jusqu'au point convenu, pose le panier, et repart presque aussitôt. Parfois, elle murmure une phrase sans même regarder l'entrée, comme si elle parlait à un fantôme. On a arrêté le père Arnaud. Ils disent que c'est pour du beurre, au marché noir. Mais tout le monde sait. Marcel ne la laisse jamais rester. Pas par froideur, par nécessité. Plus elle reste, plus elle risque, plus il risque. Ce soir-là, justement, elle apporte quelque chose de différent. Pas seulement de la nourriture, une information qui change la couleur de l'air. Dans le panier,
Sous le torchon, il y a une petite pièce métallique, un contact, un bout de fil isolé. Marcel le prend comme on prend une relique. Jeanne souffle, à peine audible. Ils ont une camionnette avec une antenne. Ils se garent près de la mairie, la nuit. Ils écoutent, ils disent qu'ils vont nettoyer le plateau. Lucien sent son estomac se serrer. Nettoyer. Ce mot-là, dans la bouche des gens d'en bas, ne veut pas dire balayer une place, il veut dire monter, encercler, brûler, interroger. Il veut dire des cris qu'on entend parfois jusqu'au bois. Marcel ne répond pas tout de suite. Il regarde le fil, puis la carte. Il calcule, et il dit seulement « Alors on parlera moins ». C'est le premier petit renversement, celui que Lucien n'avait pas prévu. Il croyait que, plus le danger augmente, plus il faut prévenir, plus il faut transmettre. Marcel fait l'inverse. Il coupe, il réduit, il accepte de savoir et de se taire, parce qu'un message de trop peut tuer non seulement eux, mais aussi ceux qui les attendent. Et pourtant, ils doivent parler, parce que ce qu'ils voient n'est, 2 jours plus tard, n'est pas un convoi ordinaire. En fin d'après-midi, la brume se lève un instant, comme un rideau. La route apparaît, nette. D'abord une moto, puis une seconde, puis un camion avec une bâche tendue, trop tendue, comme si elle cachait quelque chose de haut, puis un autre, et encore un autre, et au milieu, un véhicule plus bas, plus lourd, qui roule lentement, comme s'il portait une charge fragile. Lucien note, la main tremblante, heure, nombre, direction. Marcel, lui, écoute le son des moteurs. Il a cette oreille des hommes du rail. Il distingue le poids à la manière dont ça monte. Carburant, murmure Lucien. Marcel secoue la tête, presque imperceptiblement. Non, pas seulement. Ils attendent que le dernier véhicule passe le pont. Marcel déroule le fil de cuivre, juste assez. Il cale le contact. Il regarde Lucien, et dans ce regard, il y a une question simple. Tu es prêt à mourir pour 10 secondes? Lucien avale sa salive. Il pense à Jeanne, en bas, qui rentre chez elle avant la nuit, qui doit sourire à des voisins qui pourraient bien la vendre pour 1 kilo de farine. Il pense aux hommes du maquis qui attendent un signe pour décider où frapper. Il pense à sa mère, qui croit peut-être qu'il est parti travailler. Marcel appuie. Quelques secondes. Pas plus. Une rafale de mots codés, secs, sans émotion. Puis il coupe. Il rembobine, il efface, il range, il redevient pierre. Et c'est là que le silence change. Au début, on croit que c'est le vent, puis on comprend que non. Ce sont des voix lointaines, mais qui montent, et un son plus net encore, un chien, puis un second. Un aboiement court, excité, comme si l'animal venait de trouver une piste. Lucien se fige, Marcel, lui, se colle contre la paroi, l'oreille tendue. Les voix ne sont pas sur la route, elles sont dans le bois. Elles le montent par la vieille sente des bergers, celle qui passe justement au-dessus de leur cache. Un faisceau de lampes traverse la brume, balaie les troncs, s'arrête, repart. On entend un ordre en allemand, puis une réponse plus rauque, avec un accent du coin. La milice peut-être, ou un guide, quelqu'un qui connaît les chemins. Lucien sent une goutte de sueur froide glisser le long de son dos. Il voudrait essuyer, mais il n'ose pas bouger. Dans l'obscurité, son carnet est ouvert sur ses genoux. Le crayon est suspendu en l'air, inutile. Les pas se rapprochent. On distingue maintenant le frottement des branches qu'on écarte, le tintement d'un métal contre un autre. Le chien renifle, tire sur sa laisse, et soudain, un bruit minuscule, ridicule, mais qui semble énorme. La boucle de la gourde de Lucien qui touche la pierre. Marcel pose une main sur son poignet, une pression, pas un reproche, un rappel. Ici, tout est trop fort. Le faisceau de lampe remonte la pente. Il s'approche de leur ligne. Il s'arrête sur un rocher, juste au-dessus. La lumière tremble, comme si celui qui la tient hésitait. Le chien gémit, impatient. Et dans ce noir serré, Lucien comprend quelque chose d'horrible. Cette fois, il ne passe pas à côté. Cette fois, il monte vraiment.
Ils viennent pour quadriller, pour fouiller, pour piquer la mousse avec des baïonnettes, pour suivre les odeurs. Marcel ferme les yeux une seconde, comme s'il comptait jusqu'à 10 à l'intérieur de sa tête. Puis il souffle, si bas que Lucien le devine plus qu'il ne l'entend. Ne respire pas fort. Dehors, une voix lance un ordre bref, le chien aboie, et les pas reprennent. Plus proches, plus lourds. À combien de mètres sont-ils? 5, 3, 2. Et si la mousse bougeait d'1 millimètre? Et si, malgré toutes les règles, malgré 20 fermes mois de discipline, c'était ce soir-là, à cause d'une simple boucle de gourde, que tout s'arrêtait. Le faisceau de lampe descend encore, et la lumière, maintenant, cherche exactement la pente où se trouve leur entrée. Cette fois, ils ne passeront pas à côté. Cette fois, ils montent. Le plus dur n'était pas la fin, c'était de ne laisser aucune trace, même quand votre propre corps décide de vous trahir. Parce que là, dans le Vercors, ce soir-là, ce n'est pas une armée qui monte. C'est une idée avec des bottes, des chiens, des lampes, et cette patience froide qui consiste à se dire « ils sont quelque part, donc on va finir par les toucher ». Dans la cache, l'air est devenu plus épais d'un coup. Marcel a déjà tout rangé sans bruit, comme si ses mains savaient à l'avance ce qui allait arriver. Le fil de cuivre était rembobiné, la boîte refermée, la carte repliée. Lucien, lui, a encore le goût métallique de la peur sur la langue. Il se force à respirer par le nez, doucement, pour que rien ne siffle. Dehors, le faisceau de lampe glisse entre les troncs. Il s'arrête, repart, revient. Le chien renifle, tire, gratte. On entend un homme qui jure, puis un autre qui rit. Un rire court, sans joie. Et ce qui glace Lucien, ce n'est même pas l'allemand. C'est l'autre voix, celle avec l'accent du coin, qui dit quelque chose comme « Par là, il y a une vieille place à charbon. » Ils aiment de bien ces coins-là. Quelqu'un du pays. Quelqu'un qui connaît les replats, les raccourcis, les pierres de qui roulent. Est-ce qu'il guide vraiment? Ou est-ce qu'il parle pour se donner une contenance devant les Allemands? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Marcel colle sa bouche à l'oreille de Lucien, sans le toucher, et souffle à peine. Si ça gratte, tu ne bouges pas, même si ça te démange jusqu'au sang. Lucien hoche la tête, mais il sait déjà que son corps va le trahir. Il a froid, il a faim, il a la gorge sèche. Et surtout, il a cette envie idiote, irrépressible, de tousser, juste pour prouver qu'il est vivant. Les pas se rapprochent. On entend le cuir qui craque, le frottement d'une sangle, le cliquetis d'un mousqueton. La lampe éclaire le rocher au-dessus de leur entrée. La lumière s'y accroche, comme si elle avait trouvé quelque chose. Le chien gémit, puis il se met à renifler plus fort, plus vite. Et là, Marcel fait quelque chose que Lucien n'oubliera jamais. Il sort de sa poche un minuscule morceau de tissu, imbibé depuis des jours d'une odeur forte, âcre, presque chimique. Un reste de produit qu'ils ont récupéré on ne sait où, un truc de mécanicien, de rail, de vie d'avant. Il le presse entre deux pierres, à l'extérieur, dans une fente qui n'a rien à voir avec l'entrée, juste assez pour que l'odeur prenne le vent. Lucien comprend l'idée au moment où le chien change de direction. Il tire vers la gauche, vers le rocher, vers la fente. Le soldat qui tient la laisse suit, agacé, la lampe pivote, quitte la pente de mousse et va frapper la pierre nue. Un ordre sec. Un bruit de baïonnette qui racle. Il pique mais dans la fente. Il jure. Il ne trouve rien. Le chien insiste, puis il se lasse, parce qu'il n'y a pas de corps, pas de chaleur, juste une odeur qui ment. Ils sont à 2 mètres. 2 mètres, c'est la longueur d'un homme allongé. 2 mètres, c'est une main tendue. 2 mètres, c'est la distance entre « on ne les a pas trouvés » et « on les sort par les cheveux ». Lucien sent une goutte de sueur descendre le long de sa tempe. Elle chatouille, elle brûle. Il ne bouge pas. La patrouille reste là longtemps, trop longtemps. On entend des branches cassées, des pas qui tournent. Un homme qui s'accroupit, la lampe revient, balaye la mousse, s'arrête juste au-dessus de l'entrée. Le faisceau tremble, comme si pendant une seconde,
Celui qui tient la lampe se disait « Et si c'était là ?» Le chien renifle, encore. Puis, soudain, un autre bruit. Plus loin, un appel. Une voix qui crie quelque chose depuis la pente, comme un rappel. Un des hommes répond. La laisse se tend. La lampe s'éloigne, les pas reculent. Ils ne partent pas parce qu'ils ont renoncé. Ils partent parce qu'ils ont un quadrillage à finir, un horaire, une méthode. Ils reviendront, ils reviennent toujours. Quand le silence retombe enfin, il n'est pas rassurant. Il est vide, comme après une tempête. Lucien se rend compte qu'il a les mâchoires serrées, au point d'avoir mal aux dents. Marcel, lui, ne bouge pas tout de suite. Il attend encore. 1 minute, 2, 10. Comme si le danger pouvait être un piège. Comme si la forêt pouvait imiter le calme pour vous faire sortir. Puis seulement il murmure « Voilà, maintenant, on recommence. » Recommencer quoi? La même journée, la même cache, la même pente, la même discipline. Les jours suivants, ils vivent riches comme des ombres, qui ont peur de leur propre ombre. La routine devient une religion. Chaque geste a sa place, chaque objet a son angle, chaque bruit a son prix. L'eau, d'abord, ils ne vont pas au ruisseau comme on va boire. Ils y vont comme on va voler, pas tous les jours, pas à la même heure, jamais ensemble. Marcel a repéré un filet d'eau qui suinte entre 2 pierres, plus haut, là où personne n'a de raison de passer. Il faut gratter la mousse, poser une gamelle, attendre. Ça prend du temps. Et le temps, c'est ce qui tue. La nourriture, ensuite. Jeanne apporte ce qu'elle peut. Un quignon de pain noir, un morceau de tome enveloppé dans un linge, parfois une poignée de haricots secs. Une fois, elle a même réussi à glisser un petit bout de chocolat, un carré minuscule, comme un mensonge sucré. Lucien l'a gardé 2 jours avant d'oser le manger, et quand il l'a fait, il a eu honte, comme si le plaisir était une trahison. Le feu? Non, pas de feu. Ou alors, une exception, mais une exception qui ressemble à un crime. Un soir de pluie, quand le plateau était noyé, quand même les oiseaux se taisent, Marcel sort une boîte de conserve cabossée, percée, de petits trous, et un peu de bois sec qu'il a gardé comme on garde des allumettes dans une prison. Il ne fait pas un feu, il fait une braise enfermée, étouffée, nourrie goutte à goutte. La chaleur est ridicule, presque insultante, mais elle sèche une chaussette. Elle sauve un pied, elle évite la gangrène. Lucien regarde la braise comme on regarde une étoile. Et Marcel, sans lever les yeux, dit « Tu vois, même ça, c'est dangereux, parce que ça te donne envie d'en faire plus. C'est ça, leur guerre, lutter contre l'envie. L'envie de se réchauffer, l'envie de parler, l'envie de bouger, l'envie de vivre normalement. Et puis, il y a l'odeur. Personne n'en parle dans les histoires héroïques, mais l'odeur, c'est un drapeau. 2 hommes enfermés, des vêtements humides, de la sueur froide, du fromage, du métal. Marcel a trouvé une solution qui dégoûte Lucien. Ils enterrent tout ce qui peut sentir. Les os restent, les chiffons, même la boîte de sardines vide, ils la gardent au cas où. Oui, mais pas dans la cache. Dans la terre, à distance, sous des pierres qu'on replace exactement comme avant. Lucien apprend à compter les jours, non pas avec un calendrier, mais avec son corps. Les ongles qui cassent, les lèvres qui se fendent, les épaules qui se voûtent, et ce carnet, toujours, où il écrit de plus en plus petit, pour économiser le papier, comme si le papier aussi était rationné. Parfois, pour ne pas devenir fou, il se met à noter des choses inutiles. Un geai a crié 3 fois, odeur de résine après la pluie. Marcel a souri en dormant, et puis il rature, parce qu'il se dit que si quelqu'un trouve ce carnet, ces phrases-là seront la preuve qu'il était encore un garçon. Jeanne, elle, devient plus rare, pas parce qu'elle les oublie, parce qu'elle ne peut plus. Quand elle vient, elle a le visage plus fermé, les yeux qui regardent partout sauf là où il faut. Elle ne pose plus le panier avec la même assurance, elle a maigri. Ses mains tremblent quand elle arrange le torchon. Un soir, elle ne laisse pas seulement 3 cailloux, elle laisse un signe qu'il n'avait
jamais utilisée. Une branche cassée en deux, posée en travers de la pierre. Ça veut dire danger immédiat? Ne pas apparaître. Ils attendent quand même, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et elle arrive, tard, essoufflée, sans vélo, les chaussures pleines de boue, elle ne s'approche pas du point habituel, elle reste plus bas, derrière un tronc, et elle chuchote, la voix cassée. Ils ont fouillé chez les Martins, pour un poste radio. Ils ont emmené le fils, et ils ont dit un truc. Ils ont dit qu'ils cherchaient les yeux dans la forêt. Les yeux, pas les terroristes, pas les bandits. Les yeux, Marcel ne pose qu'une question. Qui a parlé? Jeanne secoue la tête. Je sais pas, mais il y a des gens qui se taisent plus. Ils ont peur. Ils veulent montrer qu'ils sont du bon côté. Et puis, il y a la milice. Ils traînent au café. Ils posent des questions comme si c'était des blagues. Lucien sent une colère monter, chaude, presque agréable, parce qu'elle lui donne l'impression d'être vivant. « On devrait partir » souffle-t-il. « Changer de point. Ils savent » Marcel le fixe, et dans ce regard, il n'y a pas de dureté, juste une fatigue immense. « Ils ne savent n'est pas où. Ils savent-ils que ça existe. C'est différent. » Jeanne, elle, ajoute quelque chose. Et c'est là que tout bascule un peu. Ils ont aussi arrêté un vieux, un forestier. Pas parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il connaît les chemins. Ils l'ont relâché, mais ils l'ont relâché avec des bleus. Et depuis, il parle trop. Il dit qu'il va aider à nettoyer, pour qu'on le laisse tranquille. Un forestier, un homme qui marche ici depuis toujours, un homme qui peut passer à 2 pas de la cache, sans même regarder, juste parce que c'est son bois. Et comme si la forêt voulait prouver la cruauté de cette idée, le lendemain, en plein après-midi, ils entendent un bruit qui n'a rien à voir avec une patrouille. Un pas traînant, régulier, et le tintement doux d'une cloche. Des moutons. Lucien se redresse d'un coup, puis se fige, parce que se redresser, c'est déjà trop. Marcel glisse vers la fente d'observation, lentement, et regarde. Sur la vieille sente des bergers, juste au-dessus, un petit troupeau descend, guidé par un homme seul, pas un soldat, pas un milicien, un type du coin, un béret, une veste trop grande, un bâton. Il s'arrête parfois pour ramasser une branche, pour pousser une bête. Il parle aux moutons comme on parle à des enfants, et il vient droit vers eux, pas parce qu'il les cherche, parce que c'est le chemin le plus logique. Lucien sent son cœur cogner contre ses côtes. Il a envie de crier « Non, pas là !» Mais évidemment, il ne peut pas, il ne doit pas. L'homme s'approche, les moutons s'éparpillent, broutent, grattent la terre. Un d'eux monte sur le rocher, juste au-dessus de l'entrée, et tape du sabot. Un bruit sourd, étouffé, mais dans la cache, c'est comme un coup de marteau. Le berger suit, agacé. Il grimpe d'un pas, puis d'un autre. Il est à 1 mètre de la mousse, 1 mètre. Lucien voit, à travers la fente, la laine sale d'un mouton, la boue sur une chaussure, la main qui se tanche, et là, le pire arrive. L'homme pose son pied exactement là où Marcel et Lucien battaient parfois la main pour soulever le tapis de mousse, pas sur l'entrée, mais sur le bord, sur ce point fragile qui, si on appuie mal, peut faire bouger la couverture végétale. Lucien a l'impression que son sang s'arrête. Marcel ne regarde même plus la fente. Il regarde Lucien, et dans ses yeux, il y a une consigne muette. Si ça s'ouvre, on ne se bat pas, on ne crie pas, on ne tire pas, on meurt vite, ou on se rend, mais on ne fait pas de bruit qui condamne le plateau. Le berger se penche, il attrape le mouton par la laine, le tire en arrière, il jure, en patois, un juron qui pourrait presque faire rire dans un autre monde. Puis il se redresse, et, sans comprendre, sans savoir, il donne un petit coup de bâton sur la mousse, comme pour chasser une bête invisible. Le tapis de mousse tremble, juste un frisson. Lucien sent ses yeux se remplir de larmes, pas de tristesse, de tension pure. Il se mord l'intérieur de la joue, jusqu'au goût du sang. Et puis, rien. Le berger se détourne. Il siffle, le troupeau se remet en mouvement,
La cloche s'éloigne. Les pas traînants disparaissent dans les épicéas. Quand le silence revient, Lucien tremble de tout son corps, comme s'il avait couru. Il chuchote, la voix brisée. « C'était un des nôtres ?» Marcel répond très bas. « C'est ça le danger. Les Allemands, tu les entends venir. Les autres, ils te marchent dessus sans le vouloir. » Ce soir-là, Lucien ne parle plus de partir. Il comprend enfin que changer de point, ce n'est pas juste marcher ailleurs. C'est laisser derrière soi des traces, des habitudes, des erreurs, et que leur seule vraie protection, ce n'est pas la forêt. C'est leur discipline, cette folie de ne jamais faire ce qui serait normal. Mais la discipline ne nourrit pas, elle ne soigne pas. Elle ne protège pas Jeanne. Avant de repartir, Jeanne glisse une dernière chose sous le torchon. Pas de fromage, pas de sel. Un petit papier, plié en 4, avec une écriture rapide. Marcel le lit à peine, puis le brûle entre ses doigts, s'enflamme, en le froissant jusqu'à le réduire en miettes qui l'enterrent. Lucien n'a vu qu'un mot, juste un, avant que ça disparaisse. Radio. Jeanne murmure. Ils ont trouvé un poste chez quelqu'un. Ils disent Gumbi que maintenant ils vont chercher. Le point d'où ça parle, pas des hommes. Un point. Elle s'arrête, comme si elle hésitait à dire la suite, puis elle lâche, d'une voix presque inaudible. Et ils ont une liste de noms. Je sais pas si le mien y est. Marcel veut lui dire de ne plus venir. Il le veut vraiment. Mais s'il le dit, il la condamne autrement. Elle aura fait tout ça pour rien, et elle restera seule avec sa peur, en bas, au milieu des regards. Alors il dit seulement « change de chaussures » et ne prend plus le même savon. Jeanne le regarde, surprise, et Marcel ajoute, comme une confession, « Les chiens, ils apprennent les odeurs, même celles qui semblent propres. » Jeanne hoche la tête, et dans ses yeux, il y a cette question que personne n'ose poser à voix haute. Combien de temps encore? Elle repart, avalée par les arbres. Dans la cache, Lucien ouvre son carnet, sa main hésite. Il écrit quand même, très petit. Il ne cherche plus un groupe, il cherche un point. Puis il s'arrête, parce qu'au loin, très loin, un moteur monte la route du col. Et derrière ce moteur, comme un écho, il croit entendre autre chose. Pas des bottes, pas des chiens. Un bruit de camionnette qui s'arrête, un silence. Et l'idée d'une antenne qui se déploie quelque part, dans un village, la nuit. Marcel, lui, a déjà l'oreille collée à la pierre. Il écoute comme on écoute une serrure, et il murmure, sans regarder Lucien, « À partir de maintenant, chaque seconde en l'air peut nous tuer. Alors comment continuer à être des yeux, si parler, c'est mourir? Et surtout, si quelqu'un, en bas, a vraiment une liste, qui, exactement, est en train de les compter? L'hiver a tout simplifié, et tout rendu impossible, parce qu'ici, sur le Vercors, la neige ne pardonne rien. Elle garde la mémoire. Elle prend votre poids, votre hésitation, votre panique, et elle les imprime comme une signature. Et eux n'avaient pas le droit d'exister. Le premier matin où la pente blanchit vraiment, Lucien se réveille avec une sensation étrange. Le silence est plus fort que d'habitude. Pas un silence doux, un silence qui serre la gorge. Même les épicéas ont l'air de retenir leur souffle. Dans la cache, l'air sent la laine humide et le métal froid. Marcel, déjà assis, frotte ses mains l'une contre l'autre, mais sans bruit, comme si le frottement pouvait se faire entendre à travers la terre. Lucien approche son visage de la fente d'observation. Le monde dehors est devenu simple. Du blanc, du noir et des lignes. La vieille place à charbon, en contrebas, n'est plus qu'un cercle pâle, comme une cicatrice. La sente des bergers, elle, est effacée. Et c'est ça, le piège. Quand il n'y a plus de chemin, chaque pas devient un chemin. Marcel murmure, « On ne sort plus, pas tant que ça tient. » « Et l'eau » demande Lucien, la voix déjà trop haute dans sa tête. Marcel ne répond pas tout de suite. Il désigne du menton un coin de la cache, où ils ont empilé, depuis l'automne, des chiffons, une gamelle cabossée.
Une vieille toile cirée. On fait fondre ici. Pas de fumée, pas de vapeur visible. Et on boit moins. Boire moins. Comme si on pouvait négocier avec son corps. Comme si la soif était une opinion. Les jours passent, et la neige ne fond pas. Elle s'épaissit. Elle colle aux branches. Elle plie les jeunes sapins. Elle étouffe les bruits. On pourrait croire que c'est une protection, mais c'est l'inverse. C'est un projecteur. Et puis, un matin, Lucien tousse. Ce n'est pas un petit raclement discret. C'est un coup sec, profond, qui lui arrache la poitrine. Il se plie en deux, les yeux brûlants. Il plaque sa manche contre sa bouche, mais le son est déjà parti. Déjà dehors, déjà dans les arbres. Marcel se fige. Il ne dit rien, il écoute. Longtemps, comme si la forêt allait répondre. Rien, pas de pas, pas de chien, pas de voix. Lucien essaie de sourire comme un enfant pris en faute. Ça va, c'est rien, mais le soir, il tousse encore. Et la nuit, il se réveille trempé de sueur froide, la chemise collée au dos, alors que l'air était glacé. Il a la tête lourde, les pensées lentes. Il se met à compter ses respirations pour ne pas paniquer. 1, 2, 3. Et à chaque fois, il se demande « Est-ce que ça s'entend dehors ?» Marcel, lui, ne dort presque plus. Il surveille Lucien comme on surveille une braise qu'on n'a pas le droit de laisser prendre. Il lui donne des gorgées minuscules. Il lui fait mâcher un bout de pain dur pour tenir. Il lui pose la main sur le front, puis la retire aussitôt, comme si le contact était un luxe. « Il te faut quelque chose », souffle Marcel. « Un remède, de la vraie chaleur, mais on n'a rien ?» Lucien ferme les yeux. Dans sa tête, il voit Jeanne. Son panier, ses mains qui tremblent. Et il imagine la route jusqu'au village, les contrôles, les questions, les regards. Il imagine aussi la milice au café, les bottes qui tapent le sol, les rires trop forts. « Elle ne viendra pas, » dit Lucien. « Pas avec la neige. » Marcel ne répond pas. Il regarde la fente d'observation, comme si la réponse pouvait apparaître sur le blanc, et pourtant, 2 jours plus tard, un signe. Pas les 3 cailloux, pas la branche cassée, quelque chose de plus discret encore. Une petite trace de cendre, déposée sur une pierre plate, à l'endroit où personne ne marche. Une cendre noire sur du blanc, un point. Jeanne est là. Où elle a été là? Et si elle a pu monter jusque-là, c'est qu'elle a pris des risques insensés. Ils attendent la nuit. Ils attendent que le vent se lève, un peu, que les arbres grincent, que le monde fasse assez de bruit pour couvrir un chuchotement, et enfin, elle apparaît entre 2 troncs, comme une ombre qui aurait appris à marcher sans laisser de traces. Elle n'a pas de vélo. Elle a un manteau trop grand, une écharpe qui lui mange le visage, ses joues sont rouges de froid, mais ses yeux sont durs, pas durs contre eux, durs contre ce qu'elle a vu. Elle ne s'approche pas de la cache, elle reste à distance, là où Marcel peut la voir sans bouger trop. Elle pose le panier dans la neige, et elle recule d'un pas, comme si le panier pouvait exploser. « Je peux pas rester » souffle-t-elle. Ils font des rondes, même la nuit. Marcel ne demande pas qui, il le sait. Il demande « Tu as été suivi ?» Jeanne secoue la tête, mais ce geste n'a rien de sûr. « J'ai tourné, j'ai marché dans le ruisseau, là où ça casse la trace. J'ai changé de savon, comme tu as dit. Mais ils ont des chiens, Marcel, et ils ont des hommes du coin. » Lucien veut parler, mais une quinte le prend. Il se mord la langue pour l'étouffer. Le goût du sang lui remplit la bouche. Jeanne le voit, et son regard vacille une seconde. Elle ouvre le panier. Dedans, pas grand-chose. Un morceau de lard, enveloppé dans du papier, une poignée de châtaignes sèches, et un petit flacon, minuscule, comme un trésor. C'est de l'aspirine, volée à la pharmacie. Le pharmacien a failli me dénoncer rien qu'en me regardant. Marcel prend le flacon comme on prend une arme. « Merci. » Jeanne hésite, puis ajoute, plus bas. « J'ai entendu des choses. Ils parlent d'une opération, pas une patrouille. Une vraie... Ils disent bon qu'ils vont nettoyer le plateau avant le printemps. Ils ont des cartes. Et ils ont des noms. » Lucien
malgré la fièvre, se redresse un peu. Les nôtres? Jeanne avale sa salive. Des noms de gens qui aident, des gens qui donnent du pain, des gens qui ferment les yeux. Et ils ont un nom qui revient, un homme qui connaît les trous, un forestier, celui dont je t'ai parlé. Marcel serre la mâchoire, il guide. Je sais pas s'il guide, dit Jeanne, mais il parle trop. Il veut qu'on le laisse tranquille, et quand un homme a peur, il devient dangereux. Elle se penche, comme si elle allait dire quelque chose d'encore plus grave, et sa voix tombe presque à rien. Ils ont aussi une camionnette, une drôle de camionnette, avec une antenne. Ils la sortent la nuit, ils cherchent les émissions, ils disent qu'ils vont trouver le point. Le point, encore ce mot, comme si Marcel et Lucien n'étaient pondés plus des hommes, mais une tache sur une carte. Marcel ne bouge pas, mais on sent qu'il calcule. Il calcule les secondes, les risques, les distances. Il finit par demander « Tu as vu la route du col ?» Jeanne hoche la tête. « Oui, et c'est pour ça que je suis monté, Marcel. Il y a eu une colonne hier, pas comme d'habitude, pas juste des camions citernes, et des hommes avec des pelles, des rouleaux de fil, des caisses longues, des sapeurs, je crois. Des sapeurs, des ingénieurs, pas des soldats qui passent, des hommes qui préparent. » Lucien sent un frisson qui n'a rien à voir avec la fièvre. « Ils vont fortifier, ou ils vont encercler, » dit Marcel. Jeanne recule déjà. « Je dois redescendre avant l'aube. Si je suis prise avec ça... » Elle désigne le panier, puis elle s'arrête, comme si elle venait de se souvenir d'un détail. « Ah, et au café. Il y a un type que je connais pas. Il parle peu. Mais il écoute, et quand il parle, il a l'accent d'ici, pas celui des Allemands. Il a demandé si quelqu'un n'avait vu de la fumée sur la pente des épicéas. » Lucien regarde Marcel. La fumée, ils n'en font presque jamais. Mais presque, c'est déjà trop. Jeanne disparaît comme elle est venue, avalée par le blanc et les troncs. Et dans la cache, il ne reste que le flacon, le lard, et cette phrase qui tourne dans la tête de Lucien. Un type avec l'accent d'ici. Les jours suivants, Lucien avale l'aspirine comme une prière. Ça fait baisser la fièvre, un peu, pas assez. Il tousse moins, mais chaque toux lui arrache une peur nouvelle. Et si cette fois, quelqu'un l'entend? Marcel, lui, reprend le carnet de Lucien. Il n'écrit pas dedans, il n'a jamais aimé ça. Mais il le lit, il relit les horaires, les notes sur les convois, et un matin, à travers la fente, il voit quelque chose qui le fait jurer sans son. Sur la route du col, en contrebas, une colonne avance, pas rapide, lourde, des camions bâchés, des motos en éclaireur, et au milieu, un véhicule qu'il n'avait boumi pas vu depuis longtemps, un camion-citerne, avec l'odeur imaginaire de l'essence qui vous monte au nez, rien qu'en le regardant. Marcel compte. Il compte les intervalles, les gardes, les pauses, il note mentalement les heures, puis il se tourne vers Lucien. « Il faut le dire, » murmure-t-il. « C'est pas une colonne normale, c'est du carburant. Et des sapeurs, ça veut dire qu'ils préparent quelque chose de gros. Si on ne prévient pas, on va se réveiller avec des barrages partout. » Lucien le fixe, les yeux cernés. « Et si on parle, il nous trouve. » Si on ne parle pas, » répond Marcel. « On sert à quoi ?» La question tombe dans la cache comme une pierre. À quoi sert de survivre si c'est pour regarder le monde brûler sans rien dire? Ils attendent la nuit. Ils attendent la minute où le vent souffle dans le bon sens, où le plateau fait assez de bruit. Marcel sort la petite boîte, le fil, l'antenne qu'il n'ose presque plus toucher. Il ne la déploie pas comme un drapeau, il la déploie comme un crime. Lucien tient sa respiration. Il regarde la main de Marcel tourner le bouton, juste un peu, pas plus. 1 seconde, 2, 3. Marcel envoie un message court, sec, codé, comme une phrase qu'on avale. Heure, direction, type de véhicule, présence de sapeur. Puis il coupe si vite que Lucien a l'impression que ça n'a pas existé. Et pourtant, après, le silence n'est plus le même.
Il est chargé. Comme si quelque part, dans une vallée, une oreille s'était dressée. 2 jours plus tard, la réponse arrive. Mais pas par la radio, elle arrive par le sol. Au petit matin, Lucien se réveille avec une sensation de danger si nette qu'il croit d'abord à un rêve. Marcel est déjà à la fente, immobile. Son visage essaie fermé, presque gris. « Écoute !» souffle-t-il. Au loin, très loin, un bruit de voix. Pas un moteur. Des voix et un son qui coupe le sang. Le tintement d'un outil contre une pierre. Comme si on plantait des piquets. Comme si on marquait le terrain. Ils ne sont pas en train de passer. Ils sont en train de rester. La journée s'étire. Les voix se rapprochent passe par vagues. Parfois, plus rien, puis un éclat de rire, puis un ordre, puis le bruit d'un chien qui renifle, et à un moment, Lucien entend distinctement une phrase en français, pas un juron, pas un mot isolé, une phrase entière, claire, posée, comme quelqu'un qui explique. Non, pas par là, là c'est trop raide. Prenez la vire, vous verrez la place à charbon. Après, il y a un replat, un bon coin pour une cache. Lucien sent son ventre se creuser, il regarde Marcel et il voit dans ses yeux la même chose. Ce n'est pas seulement une patrouille allemande, c'est une patrouille avec une mémoire locale. Ils entendent les pas maintenant, le cuir, les sangles, le métal. Ils entendent aussi autre chose, le crissement de la neige sous des semelles. Un bruit sec, régulier, impossible à confondre. La neige parle pour eux. Marcel fait un geste lent, presque tendre. Il attrape un petit sac de toile, celui qu'ils utilisent pour les déchets, et il le pousse plus loin, dans un recoin. Il vérifie la couverture de mousse au-dessus de l'entrée. Comme si ses doigts pouvaient sentir la vérité, Lucien, lui, a une idée stupide, une idée de fiévreux. Sortir, courir, attirer les chiens loin, mourir ailleurs. Il la voit passer dans sa tête comme une étincelle. Marcel semble la deviner. Il murmure sans le regarder. « Tu ne sors pas, tu ne fais pas le héros. Tu restes un point invisible. Dehors, les voix sont tout près, trop près. » Et soudain, Lucien comprend l'autre piège de l'hiver. Ils n'ont presque pas bougé depuis des semaines. Mais il a fallu, une fois, une seule fois, que Marcel sorte pour récupérer de la neige propre. Plus haut, loin des traces de Jeanne. Une seule fois, parce que Lucien délirait de soif. Une seule fois. Et malgré toutes les précautions, malgré le détour, malgré le ruisseau, il y a eu un endroit où la neige était trop fine, où la pierre a cédé, où un pied a laissé une marque minuscule, une erreur de la taille d'une pièce. Et maintenant, un chien renifle. Il renifle près de cette zone, Lucien l'entend. Ce souffle animal, ce travail patient du museau, il entend la laisse qui se tend, il entend un soldat dire quelque chose en allemand, agacé, puis rire, et la voix française encore qui répond, comme si elle voulait prouver sa valeur. Là, regardez, ça c'est pas vieux. Lucien ferme les yeux, il voit la trace, il la voit comme si elle était dessinée au charbon sur une feuille blanche. Il se dit, c'est fini. Marcel, lui, ne panique pas. Il a prévu l'impensable, parce qu'il savait qu'un jour, le corps obligerait à sortir. Il glisse sa main vers une petite poche, sort un bout de corde fine, et il la passe à Lucien, un ordre muet. Tiens-toi prêt, pas à tirer, à faire autre chose. Marcel se rapproche de l'entrée, millimètre par millimètre, sans faire bouger la mousse. Il ne sort pas, il ne soulève rien, il se contente d'atteindre, par une fente latérale, un petit trou qu'ils ont creusé depuis longtemps, un trou qui donne sur une rigole naturelle, et là, il fait quelque chose de fou. Il laisse couler, goutte à goutte, un liquide qu'il garde depuis des mois. Pas assez pour sentir de loin, juste assez pour salir la piste. Une odeur âcre, mécanique, qui n'a rien d'humain. Une odeur de rail, de graisse, de vie d'avant. Le chien hésite, il renifle, il éternue, il recule, il revient, et puis il tire, mais pas vers l'entrée, vers la rigole, vers l'endroit où l'odeur descend naturellement,
comme si la montagne elle-même l'emportait. Le soldat suit, en jurant, la lampe balaie la neige. Elle passe sur le replat. Elle s'arrête. Elle revient. Elle tremble. Lucien sent son cœur cogner si fort qu'il se demande si la terre peut l'entendre. Un homme s'accroupit. On entend le bruit d'une baïonnette qui pique dans la neige, puis qui racle la pierre. Un autre rit, un rire bref, nerveux. La voix française dit « Vous voyez, ça descend, ça doit être un renard. Ou un truc. Un truc, voilà ce qu'ils sont devenus. Un truc possible, une hypothèse. » La lampe s'approche encore. Elle éclaire le rocher au-dessus de l'entrée, elle éclaire la mousse. Elle éclaire un petit cristal de glace qui pend à une racine, et pendant une seconde interminable, Lucien a la certitude que celui qui tient la lampe voit tout, qu'il voit la différence infime entre une mousse naturelle et une mousse replacée. Marcel ne bouge pas, il ne respire presque plus. Et puis, un ordre sec. Plus loin, un appel. Quelqu'un crie un nom. La patrouille doit continuer le quadrillage. La méthode. Toujours la méthode. Les pas s'éloignent, le chien suit, à contre-cœur. La voix française s'éloigne aussi, mais elle laisse derrière elle une dernière phrase, comme un clou planté dans le bois. On reviendra, ici il y a quelque chose. J'en mettrai ma main. Quand le silence retombe, Lucien ne pleure pas. Il tremble de rage et de fatigue. Il chuchote, la gorge en feu. C'est un Français. Marcel reste immobile, encore longtemps, comme s'il attendait un piège. Puis il répond très bas, sans émotion apparente. « Oui. »« Qui ?» demande Lucien. « Le forestier? Un milicien? Une voisine? Quelqu'un qui boit au café avec Jeanne ?» Marcel ferme les yeux une seconde. « Je ne sais pas, et c'est ça le pire. Parce qu'un Allemand, on peut le haïr sans se tromper, mais une voix du pays, une voix qui connaît les replats, les piernes qui roulent, les raccourcis. Cette voix-là vous vole même la certitude de votre colère. » Lucien serre le bout de corde dans sa main, comme si c'était la seule chose solide au monde. « On doit partir !» souffle-t-il. « Cette fois, ils ont senti, ils vont revenir. » Marcel le regarde. Enfin, et dans ce regard, il y a quelque chose de nouveau. Pas de la dureté, pas du courage, une décision qui ressemble à une condamnation. « Partir où ?» murmure-t-il. « Avec la neige? Avec toi, malade? Et laisser derrière nous... » Quoi? Une piste parfaite jusqu'à la prochaine cache? Lucien ouvre la bouche, mais aucun argument ne vient, parce que Marcel a raison, et que la raison, ici, est une cage. Dehors, la nuit tombe déjà, trop tôt, comme toujours en hiver. Et dans ce noir qui revient, Lucien se rend compte d'une chose, ils ont échappé au chien, à la lampe, à la baïonnette. Mais ils n'ont pas échappé à l'idée qu'il y a quelque chose ici. Et si quelqu'un du pays a vraiment dit « on reviendra », alors la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une patrouille pressée par un horaire. Ce sera quelqu'un qui prend son temps. Dans la cache, Marcel remet tout en place, lentement, comme un homme qui range une maison avant un incendie. Lucien, lui, écoute encore la phrase dans sa tête. « J'en mettrai ma main. » Et il se demande, avec une peur froide, combien de mains, exactement, sont prêtes à se tendre vers leur mousse? Et surtout, si cette voix française revient, est-ce qu'elle viendra seule, ou avec un nom? On croit que la fin d'une cache, c'est une fusillade, des cris, une course dans les sapins. Mais parfois, la fin, c'est juste un silence qui change de nature. Le même vent, les mêmes épicéas, la même mousse au-dessus de votre tête. Sauf qu'un matin, vous comprenez que ce n'est plus le silence qui vous protège, c'est le silence qui vous attend. Après la phrase de l'homme, on reviendra, Marcel et Lucien ne comptent plus les jours, ils comptent les retours. Chaque nuit devient une question. Est-ce que c'est ce soir qu'ils prennent leur temps? La neige finit par se tasser, puis par noircir. Sur le Vercors, l'hiver ne disparaît pas d'un coup, il se retire comme un occupant. Lentement, en laissant des traces, dans la cache, l'humidité remonte des pierres. La laine ne sèche jamais vraiment. Lucien va mieux, juste assez pour ne plus délirer,
pas assez pour être un homme debout. Il a les joues creusées, les lèvres fendillées. Quand il respire, on entend parfois un petit sifflement, comme une porte mal huilée, et ce bruit-là, il le déteste. Il le hait comme on hait un défaut qu'on ne peut pas corriger. Marcel, lui, est devenu encore plus précis. Il ne parle presque plus. Il écoute le plateau comme on écoute une gare avant l'arrivée d'un train. Les vibrations, les changements d'air, les oiseaux qui se taisent d'un coup. Il a gardé, dans un coin, le petit flacon vide d'aspirine, comme un rappel. Ils ne doivent ni leur survie qu'à des choses minuscules, et les choses minuscules peuvent aussi les tuer. Un soir de mars, Jeanne ne vient pas. Pas de cendre sur la pierre, pas de branche déplacée. Rien, et ce rien pèse plus lourd qu'un panier plein. Elazor a peut-être été arrêté, souffle Lucien, et sa voix tremble malgré lui. Marcel ne répond pas. Il ne veut pas prononcer cette possibilité, parce que la prononcer, c'est déjà la rendre réelle. Il se contente de regarder la fente d'observation, comme si la pente allait lui donner une explication. 2 nuits plus tard, enfin, un signe, mais pas celui qu'ils attendent. Ce n'est pas la cendre. C'est un morceau de tissu, accroché à une branche basse, à peine visible. Un bout de tablier à carreaux, comme ceux des femmes au village. Un chiffon qui ne devrait pas être là. Un chiffon qui dit « Je suis passé, mais je n'ai pas pu m'arrêter. » Jeanne est vivante. Et si elle n'a pas pu s'arrêter, c'est qu'elle était pressée. Ou suivie, ou les deux. Marcel serre les dents. Il murmure « On ne bouge pas. » Lucien le fixe. Et si elle a besoin de nous? Marcel tourne la tête lentement. Dans ses yeux, il y a une fatigue ancienne, et quelque chose de dur qui n'est pas de la cruauté. C'est la logique de la survie. Si elle a besoin de nous, c'est déjà trop tard. Et si on sort, on meurt tous. Cette phrase-là, Lucien la comprend. Mais il la déteste, parce qu'elle transforme Jeanne en risque, en variable. Et Jeanne n'est pas une variable. Jeanne, c'est un visage, une voix, des mains qui ont volé de l'aspirine en tremblant. Les semaines suivantes, le monde change au-dessus d'eux. Pas dans la cache, dehors. D'abord, ce sont les avions. Pas un, pas deux, des passages plus fréquents, plus bas parfois. Un grondement qui fait vibrer la terre. Puis, au loin, des coups sourds, comme des portes qu'on claque dans la montagne. Des explosions étouffées, des rumeurs qui montent en avec le vent. On parle d'un débarquement, on parle d'Italiens qui ne sont plus là, on parle de maquis qui grossissent, de parachutage sur les clairières, de containers qui tombent, comme des fruits métalliques. Et au milieu de tout ça, la route du col ne se calme pas. Elle s'agite. Un matin d'avril, Marcel voit passer une colonne différente. Pas seulement des camions, des véhicules plus lourds, des remorques, des caisses longues, et surtout, des hommes qui ne regardent pas le paysage. Ils regardent les talus, les fossés, les replats. Ils mesurent, ils marquent, ils s'arrêtent à des endroits précis, comme si quelqu'un leur avait dit « Ici, ça compte ». Lucien, malgré la faiblesse, colle son œil à la fente. Il voit un détail qui lui donne froid. Un camion avec une antenne. Encore, la même idée que Jeanne avait décrite, la chasse au poing n'a pas cessé. Elle s'est professionnalisée, Marcel ne sort pas le carnet. Il n'a plus besoin, il a les horaires dans la tête, les types de véhicules, les habitudes. Il murmure seulement, ils préparent une opération, pas contre nous, contre tout le plateau. Contre les camps, demande Lucien. Marcel hoche la tête. Contre les villages aussi, contre ceux qui donnent du pain, contre ceux qui se taisent, et là, la question revient, la même que l'hiver. À quoi sert de survivre si c'est pour regarder sans prévenir? Ils attendent la nuit suivante, pas parce que la nuit est plus sûre, elle ne l'est pas, mais parce que la nuit donne l'illusion que le monde est plus grand, que les oreilles sont moins nombreuses. Marcel sort la boîte radio comme on sort un objet maudit. Il vérifie le fil, l'antenne, le contact, il ne déploie rien dehors. Tout reste à l'intérieur, dans la limite de ce qu'ils ont osé bricoler depuis des mois.
Une émission si courte qu'elle ressemble à « On hoquette ». Lucien, lui, tient la corde fine, celle que Marcel lui avait donnée l'autre jour. Il ne sait pas exactement à quoi elle sert, mais il sait que si Marcel la lui a mise dans la main, c'est que le plan existe. Un plan de dernière seconde. Un plan qui ne pardonne pas. Marcel tourne le bouton. 1 seconde, 2, 3. Il envoie. Très court, très sec. Un message codé. Colonne lourde, antenne, sapeur, direction, heure. Et surtout, une phrase qui n'était pas dans les chiffres, nettoyage imminent. Puis il coupe. Et cette fois, le silence après n'est pas seulement chargé. Il est dangereux, comme si quelque part, une camionnette s'était arrêtée, comme si un homme avait levé la tête en disant « Là », Lucien chuchote, « tu crois qu'ils ont pris ?» Marcel ne répond pas tout de suite. Il écoute si fort que Lucien a l'impression qu'il écoute à travers la pierre. Puis Marcel souffle « On a fait notre travail. Maintenant, on attend la conséquence. » La conséquence arrive plus vite qu'il ne l'imagine. 2 jours plus tard, en plein après-midi, alors que le soleil commence à faire fondre la neige sur les branches, ils entendent des pas au loin, pas sur la route, sur la pente, des pas qui ne cherchent pas un chemin, des pas qui quadrillent. Lucien sent son estomac se retourner, il plaque sa main sur sa bouche, comme si ça pouvait empêcher son souffle de sortir. Marcel se met en position, exactement comme l'hiver, immobile, prêt à devenir une pierre. Les voix approchent. Et puis, comme un coup de couteau, la voix française revient. Je vous dis que c'est dans ce secteur. Ils ont besoin de voir la route. Ils sont pas loin de la place à charbon. Lucien ferme les yeux 1 seconde. Il voit le café du village, les tables, les cartes de rationnement, les regards qui se baissent. Il imagine un homme qui veut qu'on le laisse tranquille, un homme qui a peur, un homme qui parle pour survivre. Marcel, lui, ne tremble pas. Il a l'air presque vide. Et c'est ça qui fait peur. Quand un homme devient vide, il peut faire n'importe quoi. Les pas s'arrêtent. Juste au-dessus. On entend un froissement, comme quelqu'un qui s'accroupit, puis un bruit sec, une baïonnette qui tape la pierre. Pas au hasard. Méthodiquement, Lucien sent la panique monter. Chaude, honteuse. Il pense, cette fois, ils vont soulever la mousse. Cette fois, ils vont voir la différence. Cette fois, c'est fini. Et puis, un autre bruit. Un bruit qui n'a rien à voir avec eux. Un cri, plus bas sur la pente. Un cri bref, en allemand. Puis un autre, plus aigu. Et soudain, des pas qui se précipitent. Des ordres, une agitation. Marcel et Lucien se regardent, sans comprendre qu'est-ce qui peut détourner une patrouille à ce moment-là. La réponse arrive sous forme d'un son qu'ils n'avaient pas entendu depuis longtemps. Un coup de feu, puis un deuxième, puis une rafale courte, sèche, qui claque contre les rochers. Quelqu'un tire, pas eux, ailleurs, mais assez près pour que la patrouille se retourne. La voix française jure. Elle jure en français, vite, comme un homme qui perd le contrôle. Merde, ils sont là, les maquisards. Pas Marcel et Lucien, non? D'autres. Quelqu'un a tendu une embuscade, ou a paniqué, ou a voulu sauver quelqu'un. Et cette action, qui devrait être héroïque, devient une bénédiction involontaire pour 2 hommes enterrés sous la mousse. Les pas s'éloignent en courant. Les chiens aboient, les ordres se mélangent, et pendant quelques jolies minutes, la forêt devient un chaos de branches, cassées, de souffles, de métal, puis, progressivement, tout retombe. Pas parce que c'est fini, parce que la patrouille a changé de priorité. Lucien reste figé, incapable de bouger. Il chuchote presque sans voix. « Ils nous ont... sauvés ?» Marcel ne répond pas. Il écoute encore, longtemps. Puis il murmure. « Ils ont peut-être été tués ?» Et nous, on respire. Cette phrase-là, elle ne sonne pas comme de la gratitude. Elle sonne comme une dette impossible à payer. Le soir même, Jeanne revient, pour de vrai, cette fois. Elle apparaît au bord du replat, plus maigre encore, les yeux cernés, et ses mains tremblent, comme si elle n'avait plus jamais connu la chaleur. Elle ne pose pas de panier,
Elle n'a presque rien, juste un bout de papier plié, protégé dans un morceau de toile cirée. « Je peux pas rester », souffle-t-elle comme toujours. Mais cette fois, il y a autre chose dans sa voix. Une urgence qui dépasse la peur. Marcel s'approche juste assez pour prendre le papier. Il le déplie dans l'ombre. Lucien voit des mots, des noms, des chiffres, et une phrase au milieu qui lui donne un vertige. Ordre de repli. Marcel relève les yeux. De qui? Jeanne avale sa salive. De ceux qui restent. Ils disent Ils disent donc que ça va exploser ici, qu'ils vont frapper fort. Et que vous avez assez donné. Lucien sent une chaleur étrange dans sa poitrine. Assez donné. Comme si leur immobilité avait été un don et pas une prison. Jeanne ajoute, plus bas. Ils ont arrêté le pharmacien et le père Arnaud et ils ont pris des gens au hasard, Marcel. Pour faire parler, ils disent que le plateau est plein de terroristes. Ils veulent un exemple. Marcel serre le papier. Et l'homme du café? Jeanne hésite. Son regard glisse vers les arbres, comme si le nom pouvait sortir de l'ombre. Je sais pas son nom, mais je sais ce qu'il est. Il est pas du village. Il fait semblant, il pose des questions comme un gars qui a faim, mais il écoute comme un gars qui a un carnet dans la tête. Un infiltré, ou un milicien venu d'ailleurs. Pas le forestier peureux qu'ils imaginaient, pas un voisin qui craque. Pire, quelqu'un dont le métier est de faire craquer les autres. Jeanne se penche encore, et sa voix devient presque inaudible. Ils ont parlé de votre pente, ils ont dit « on a failli les avoir ». Alors maintenant, ils vont revenir avec du temps, avec des pelles, avec des hommes qui savent. Marcel ferme les yeux une seconde. Quand il les rouvre, il n'y a pas de panique. Il y a une décision. Quand? Demande-t-il. Jeanne répond. Cette semaine, peut-être demain. Demain, ce mot-là, après 20 mois, a quelque chose d'irréel. Ils ont vécu dans un monde où demain n'existait pas, où il n'y avait que tenir. Et soudain, demain est une date. Marcel regarde Lucien. Tu peux marcher? Lucien veut dire oui, par orgueil, par peur de rester, mais son corps répond avant sa bouche. Ses jambes tremblent, rien qu'à l'idée de se lever. Marcel comprend. Il ne le juge pas, il murmure. Alors on fera autrement? Jeanne recule déjà. Je peux pas vous aider plus. Si je reste, je vous tue. Marcel hoche la tête. Tu nous as déjà aidés. Jeanne disparaît. Et dans la cache, il ne reste que ce papier. Ordre de repli. Comme si le monde, enfin, leur donnait la permission de redevenir des hommes. À condition de survivre à la sortie. Ils attendent Barry la nuit. Pas pour être invisibles. Pour être moins visibles. Marcel prépare tout sans bruit. Il ne prend presque rien. Le carnet de Lucien, oui. Pas pour les horaires. Pour la preuve qu'ils ont existé, il prend aussi la petite boîte radio, mais il la regarde longtemps avant de la glisser dans un sac, comme si elle était responsable de tout, comme si elle était leur arme et leur malédiction. Et puis il fait quelque chose que Lucien n'attendait pas. Il ne choisit pas la sente des bergers, il ne choisit pas le chemin logique, il choisit l'absurde. Il ouvre, millimètre par millimètre, une sortie qu'ils ont creusée depuis des mois, sans jamais l'utiliser. Une fente étroite qui donne, sur un chaos de pierres, une zone où personne ne marche, parce que c'est trop dangereux, trop bruyant, trop inutile, un endroit où un homme normal ne passerait pas. « Tu es fou », souffle Lucien. Marcel répond, « Justement. » C'est ça, leur secret depuis le début. Ils n'ont pas survécu parce qu'ils étaient cachés dans un bon endroit. Ils ont survécu parce qu'ils n'ont jamais fait ce qu'un autre aurait fait. Ils n'ont jamais suivi la logique des chasseurs. Ils ont toujours choisi l'inconfort, l'inutile, l'improbable. Et ça casse les cartes. Marcel passe le premier. Il ne se lève pas. Il rampe. Il se laisse glisser entre les pierres, comme un animal qui retourne à la terre. Lucien le suit, le cœur battant, les doigts engourdis, chaque pierre froide contre sa paume lui rappelle qu'il est vivant. Dehors, l'air de la nuit le frappe comme une gifle. L'odeur est trop forte, résine, terre humide, neige qui fond. Le monde est trop grand.
trop bruyant, même un petit ruisseau plus bas semble hurler. Lucien veut inspirer à plein poumon, mais il n'ose pas, il a peur que sa respiration soit un signal. Ils avancent dans les pierres, lentement, en s'aidant des racines, yansate. Lucien manque de tomber 2 fois, Marcel le retient sans un mot, sans un soupir. Ils ne sont plus 2 observateurs, ils sont 2 fuyards, et c'est presque plus terrifiant, parce que maintenant, ils laissent forcément quelque chose derrière eux. Une trace, une odeur, une histoire. Au bout d'1 heure, Lucien n'en peut plus. Ses jambes brûlent. Sa gorge se serre. Il s'arrête, adossé à un rocher, et il chuchote. « On va y arriver ?» Marcel ne répond pas tout de suite. Il regarde vers le plateau, là où leur cache est enterrée sous la mousse. Il murmure. « On a déjà tenu 20 mois. On peut tenir 1 nuit. » Et puis, au loin, très loin, un bruit nouveau. Pas des pas, pas des chiens. Un grondement continu, comme un orage qui ne vient pas du ciel. Des moteurs, beaucoup. Sur la route du col, Lucien tourne la tête. Dans l'obscurité, il ne voit rien, mais il sent la montagne vibrer. Il comprend, avec une lucidité glacée, l'opération dont Jeanne parlait commence. Marcel serre la sangle du sac. Il monte, souffle-t-il. Et Lucien se demande, en regardant l'obscurité avaler les sapins, est-ce qu'ils fuient assez vite pour sauver leur peau, ou juste assez vite pour entendre de loin ce que leur silence n'a pas pu empêcher. Dans ces forêts, on montre encore un endroit où l'on n'entend rien, et c'est là que pendant des mois, quelqu'un a tout entendu, mais qui aujourd'hui pourrait dire exactement où c'était, et surtout, qui oserait y retourner quand les moteurs, eux, semblent encore monter dans la nuit.